Je ne suis pas sûr qu'on ait raison de parler d'un droit climatique. Je pense qu'on aurait peut-être plutôt intérêt à parler d'un droit de la transition énergétique, qui est à la fois du droit de l'environnement et autre chose. Mais la lutte contre les changements climatiques, c'est d'abord, aujourd'hui, en priorité, une transition énergétique. C'est par l'énergie que, c'est en arrêtant le charbon, c'est en arrêtant le gaz, c'est en arrêtant l'essence dans les voitures, qu'on peut le mieux, outre l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, de l'efficacité énergétique des transports, mais c'est ça le premier terrain de bataille. Et pour le montrer, je me suis amusé au dialogue avec un jeune étudiant économiste. Vieux souvenir d'un ancien étudiant en sciences économiques. Je me suis amusé à dire, on va regarder ce qui est au niveau de l'offre et ce qui est au niveau de la demande. Vous connaissez les théories de l'offre et de la demande, hein, théorie keynésienne classique. Et donc, je me suis amusé à venir là-dessus et à regarder l'intervention publique au niveau de l'offre, l'intervention publique au niveau de la demande. Et est-ce que j'ai tout couvert? Eh bien non. Il y a un troisième niveau d'intervention publique aujourd'hui qui est au niveau du citoyen. Mais ce n'est pas le citoyen qui est sur le marché, là où l'offre et la demande se rencontrent. Vous allez voir. Au niveau de l'offre, et là je vais simplement réinventorier tout ce que j'ai déjà listé. Hein. C'est pour ça que je vais pouvoir aller plus vite finalement. Au niveau de l'offre, qu'est-ce qu'on trouve? Alors d'abord on trouve avec une certaine réticence, parce que c'est pas beau d'utiliser le marché quand on est écolo, puisque le marché est contre l'environnement. Ou du moins, jusqu'à il y a une demi-douzaine ou une dizaine d'années, il y avait cet a priori, ce ressenti que si on favorisait des instruments économiques, prenez les quotas d'émissions, c'est des droits à polluer. C'est pas beau, c'est un droit à polluer, il y a une connotation morale quasiment. Ben non, il y a une rationalité économique, je suis désolé. Les Américains ont obtenu plus de résultats sur le terrain de la lutte contre les pluies acides en 1990 avec la deuxième mouture du Clean Air Act, quand ils ont prévu justement des allowances, des quotas cessibles, alors qu'entre 70 et 90, première mouture du Clean Air Act, ils n'y arrivaient pas, ils avaient imposé des restrictions réglementaires. Et ça ne marchait pas. Mais si vous introduisez une flexibilité, alors les entreprises vont le faire et l'administration va pouvoir vérifier. C'est ça que les Américains ont amené en quittant Kyoto. Parce qu'en fait, ils nous ont largué ça au moment où Bush fils prenait la présidence et où, avant même d'être élu, il s'était fait interdire par le Sénat de ratifier Kyoto. Et à ce moment-là, les Américains nous avons dit, mais non, ne faites pas par l'écofiscalité, faites par cet instrument plus flexible. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé là. Or, finalement, on voit que, effectivement, la plupart des instruments, une partie significative des instruments que j'ai énumérés, repose sur une action au niveau de l'offre. L'effort sharing decision, la décision sur la répartition de l'effort complémentaire, porte sur certaines activités, combustibles, les procédés industriels, l'utilisation de solvants, l'agriculture, les déchets, etc. Les États membres disposent d'une large marge de manœuvre pour obtenir les réductions qui leur sont imparties. Ils ont un choix d'instrumentation, mais ils doivent y arriver en s'adressant à ces activités. La directive sur le captage et le stockage géologique du CO2, la directive de 1931, qui est envisagée comme une technologie de transition et non pas un substitut aux autres actions et aux économies d'émissions, eh bien, ça n'en est quand même toujours pas moins une technologie. Donc ça s'adresse bien à la production, à l'offre. On est bien au niveau de l'offre. C'est une politique de l'offre. Le règlement sur les émissions des véhicules automobiles s'adresse aux producteurs. Je rappelle ce que c'est, hein, les producteurs qui ont failli à réduire les émissions moyennes des voitures qu'ils commercialisaient à 120 grammes par kilomètre de CO2, au titre d'un accord volontaire qu'ils avaient conclu dans les années 90 avec les institutions européennes, se sont fait lourdement sanctionner avec un des très très rares règlements. Vous savez, les règlements en droit européen de l'environnement, généralement, sont choisis plutôt que des directives parce qu'il s'agit de mettre en œuvre un traité international. Convention CITES, convention de Bâle, convention de... Là, on a des règlements. Mais sinon, quand les dispositifs originaires en droit européen, qui sont natifs du droit européen,
sont plutôt adoptés par la voie de directive. Donc on laisse aux États membres le choix des moyens de transposer une marge de manœuvre. Sauf en matière de chasse et d'habitat. Bref, ça devient trop compliqué. Ici, on prend un règlement d'une part, et deuxièmement, ce règlement, il prévoit une prime. Alors j'adore l'euphémisme qui réside dans le choix, encore une fois, du qualificatif de prime. Lisez amende, puisque cette prime, c'est un montant, une pénalité, si vous voulez, de 95 € par gramme de CO2, au-delà des 120 grammes de CO2 par kilomètre émis par chaque voiture. Que les constructeurs ils sont en train de provisionner des milliards, les constructeurs automobiles, dans l'attente du règlement de ces choses-là. Et cette amende, ça aussi c'est tout à fait unique, elle va où? Elle va au budget de l'Union. C'est un règlement qui institue une amende européenne qui va au budget de l'Union. Nulle part en droit européen de l'environnement, vous ne trouvez d'équivalent à ça. C'est remarquable et c'est réellement une sanction à l'égard des constructeurs automobiles. Dernier indice ou preuve, si vous voulez, que cette politique climatique s'exerce largement au niveau de l'offre, eh bien c'est l'importance de la problématique du soutien public, et en particulier du soutien public aux énergies renouvelables. J'y reviens, j'ai parlé des arrêts Alliance Windkraft et SM Belgium, et son encadrement. On est bien à l'échelle microéconomique au niveau de l'offre, on donne des aides à l'investissement, des exonérations ou des réductions fiscales aux producteurs, des obligations d'utiliser de l'énergie produite pour donner des débouchés aux producteurs, des tarifs et des primes de rachat, vente colère, hein, c'est bien ça. On est bien au niveau de l'offre et en plus on est soumis au contrôle des aides d'État puisque aucune disposition de droit de l'environnement ou de l'énergie, quelle que soit la validité ou la validation qu'elle apporte à une mesure de soutien des États membres en faveur des énergies renouvelables ou d'autres choses, ne dispense du contrôle par l'ADG Comp, l'ADG Concurrence, en matière d'aide d'État au titre des articles 107 et 108. Et d'ailleurs, la Commission ne s'y est pas trompée, parce que quand les États membres ont commencé à arriver dans les brancards, avec les questions liées à leurs objectifs contraignants en matière d'énergie renouvelable, elle a publié une communication du 5 novembre 2013. Je me rappelle parce que le lendemain j'étais en colloque à Lyon et le surlendemain j'étais en colloque à Trèves pour parler des énergies renouvelables. Et boum, il y a une communication qui arrive. Et que nous dit la Commission là-dedans? Il faut définir le rôle, le décret et la nature de l'intervention publique dans le respect du principe de subsidiarité, mais au niveau européen, régional, national ou local. Et là, on s'aperçoit que la Commission vient de trouver un palliatif à l'impuissance un petit peu de la norme européenne en matière d'énergie renouvelable, puisqu'on fixe des objectifs contraignants par État membre à l'époque, mais tout le reste c'est de la promotion et des instruments plutôt impactant le marché. Et ici la Commission dit non, on va passer par le contrôle des aides d'État, on va imposer aux États membres une neutralité technologique. Nous ne pourrons plus soutenir par préférence qui le nucléaire, qui l'éolien, qui l'hydroélectrique, qui le solaire, etc. Et deuxièmement, on va réduire très fortement tout ça parce que on gâche l'argent public et que la rationalité économique veut que l'on ne corrige réellement que les authentiques défaillances de marché, c'est-à-dire là où vraiment ça coûte beaucoup plus cher et qu'en plus ça a un grand intérêt, c'est-à-dire ce n'est même plus le photovoltaïque, le solaire et l'éolien, c'est au-delà de ça des nouvelles, encore plus nouvelles énergies renouvelables qu'il faut soutenir. Et là on voit moi je commence à sentir bon, j'emploie peut-être pas encore l'expression coup d'État, si vous voulez, c'est presque il y a 5 ans déjà, hein, mais on voit revenir par la porte de derrière un gendarme, un gardien des traités sans pouvoir, et qui va se servir du seul pouvoir qu'il a, c'est l'article 107 et l'article 108 du traité de Rome, qui est d'application directe, il n'y a pas besoin de mesures de droit dérivé pour le mettre en œuvre, donc les États membres et le Parlement ne vont pas en parler, c'est la politique de la Commission au titre des aides d'État, tout soutien public doit être notifié, sinon il est illégal, il faut quand même se le rappeler à la Commission qui a son mot à dire. Pour moi, c'est une espèce de coup de force, et la Commission revient pareil. Oui, bon, voilà. Si tout ça suffisait,
Si le principe pollueur-payeur suffisait, si les instruments économiques suffisaient, si le fonctionnement du marché suffisait, alors les instruments au niveau de l'offre devraient suffire aussi, puisque l'énergie et les produits qui sont produits avec l'énergie et les services qui sont prestés grâce à l'énergie arriveraient sur le marché à un prix internalisant les externalités environnementales, au vrai prix, au prix qu'ils représentent. Je vois que vous hochez la tête, vous savez de quoi je parle. Mais ce n'est pas le cas parce qu'on a besoin d'autres instruments. Au niveau de la demande. Au niveau de la demande. La performance énergétique des bâtiments. Les bâtiments neufs doivent désormais incorporer des systèmes de substitution à haute efficacité, des systèmes d'approvisionnement décentralisés, des systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain collectif et de pompe à chaleur. Les établissements faisant l'objet de travaux de rénovation importants doivent aussi satisfaire à ces exigences minimales dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable. D'ici le 31 décembre 2020, c'est la directive de 2010, la performance énergétique des bâtiments, d'ici le 31 décembre 2020, tous les nouveaux bâtiments devraient être à consommation d'énergie quasi nulle. Génial. Les États membres doivent mettre en place des plans nationaux pour le transport, la distribution et l'utilisation finale de l'énergie appréhendée au stade de la consommation. Nous sommes au niveau de la demande cette fois-ci et plus au niveau de l'offre. On est chez le consommateur et plus chez le producteur. Les directives marché public, mais je pense que je suis beaucoup trop bavard, je vais devoir sauter. Mais les directives marché public, c'est tout à fait passionnant. Lisez les articles pertinents des directives 2014-24 et 2014-25, c'est-à-dire les deux directives marché public de troisième génération, qui permettent aux États membres, et qui les incitent donc fortement, et dès lors le juge national considère qu'ils y sont peu ou prou obligés, qui incitent donc les États membres à intégrer dans l'analyse, dans la recherche de l'offre économiquement la plus avantageuse, vous savez que c'est le critère de choix en matière de marché public, à prendre en compte donc dans la détermination de l'offre économiquement la plus avantageuse, tous les coûts supportés durant le cycle de vie des travaux, fournitures ou services, y compris les coûts imputés aux externalités environnementales, depuis l'extraction des matières premières jusqu'au stade de l'élimination des produits après utilisation, c'est le cycle de vie, du berceau à la tombe, y compris les facteurs intervenant dans le processus spécifique de production, etc. Et ce, même lorsque, je cite, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel. Ceux qui connaissent un peu le concept de similarité du produit dans le cadre de la problématique du GATT voient très bien de quoi je suis en train de parler. Si nous n'étions pas en matière de marché public, c'est-à-dire en dehors du champ d'application du traité GATT, nous serions dans l'illégalité au regard de la jurisprudence de l'OMC. Donc ça va très très loin. Et on a aujourd'hui des instruments qu'on sait. Je suis au niveau de la demande. Encore une fois, cette analyse offre, demande et autre chose me permet de montrer à quel point il est important d'avoir des instruments très divers. Troisième niveau d'intervention, c'est le citoyen. Eh bien non, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. La transition énergétique va devoir se reposer non plus sur l'agent économique, producteur, consommateur, offre-demande, mais aussi sur l'agent écologique. On ne va pas essayer de modifier son comportement écologique. Je suis un bon consommateur, j'achète le bon produit, je ne gâche pas d'énergie, etc. J'éteins la lumière, mais pourquoi cette lumière est-elle allumée? On est en plein soleil. C'est possible. Voyons. Voilà. Je suis le consommateur, je fais l'acte. Bon, mais pour un avocat d'affaires, quand même, je suis bien blanchi. Et bon, on ne doit pas modifier le... Il ne s'agit pas de ça aujourd'hui. Dans ce troisième niveau d'intervention, il s'agit d'utiliser le citoyen pour venir un peu suppléer la Commission dans son rôle de gardien de l'orthodoxie, de gardien des traités, de gardienne des traités, et bien pour venir faire respecter, pour venir faire privilégier. C'est la participation du public qui est en cause ici. C'est l'influence du citoyen qui
fait une espèce d'acte de démocratie indirecte, qui invoque un espèce de droit à la transition énergétique, peut-être, par assimilation à un droit à un environnement sain, je ne sais pas. Et c'est bien nécessaire, puisqu'on a vu que la COP21 avait débouché sur des obligations qui sont plutôt de soft law, en tout cas sur le plan normatif, dans le fond. Mais pourtant, si on regarde à nouveau l'accord de Paris, les États membres dans le préambule y ont reconnu formellement le besoin d'une réponse effective et progressive à la menace urgente. Faites abstraction de la mise en œuvre d'une telle norme. Les difficultés de mise en œuvre. C'est pas la Cour internationale de justice, elle ne va pas aller. C'est pas vrai. Quel est le pays qui va saisir la Cour internationale de justice contre M. Trump? Ça ne va pas se faire. Bon. Donc, reconnaissance d'un besoin d'une réponse effective et progressive à une menace urgente, on est en plein dans un domaine où la carence, l'abstention, la procrastination, disais-je tout à l'heure, ne devrait pas passer. Il devrait y avoir un enjeu juridique, si on fait abstraction encore une fois du problème de la mise en œuvre. On est en plein dans un sujet où les droits subjectifs devraient pouvoir s'exprimer. On en a déjà des éléments dans le cadre de la Convention de Reus. Information, participation du public, accès à la justice. Il ne faut pas oublier qu'au regard du comité d'examen du respect des dispositions de la Convention de Reus, vous connaissez ça, l'Union a été épinglée, parce que, effectivement, elle s'est abstenue de mettre en place un cadre réglementaire approprié au regard, tiens comme c'est curieux, des plans nationaux mis en œuvre au regard de la directive sur les énergies renouvelables. Tiens, comme c'est curieux, on s'y retrouve. La problématique des droits de l'homme face au changement climatique a été bien étudiée par une task force de l'International Bar Association sur les changements climatiques et les droits de l'homme. On peut aussi citer des textes provenant des Nations Unies à cet égard d'ailleurs. Il y a toute une série de réflexions en cours sur lesquelles je pense que je n'ai pas à vous informer parce que vous l'êtes déjà. Et je dirais, pour moi, la partie la plus visible de l'iceberg, c'est le jugement Urgenda du tribunal de La Haye. Vous connaissez ? Oui, ça va? Bon, donc je peux passer. Mais il faut quand même voir, c'est important que je vous dise à quel point, avec mes 38 ans de barreau et 25 ans d'enseignement, je suis frappé par cela. Et puis, je pourrais parler de Seattle, du Pakistan, de Lahore, etc. J'ai tout ça, mais pour moi, celle-là est la plus porteuse, c'est la plus exemplative. C'est la plus exemplative, pourquoi? Parce que c'est un petit juge. C'est un juge ordinaire. C'est à La Haye, c'est pas la Cour internationale de justice, c'est pas la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, etc. C'est un juge de droit commun qui enjoint à l'État néerlandais avant la COP21, de limiter d'au moins 25% les émissions hollandaises en 2020 par rapport à 1990. Au moins 25%. C'est 5 de plus, c'est 5 points de plus que les 3,20 pour 2020 alors en vigueur au niveau européen. Alors, et bien entendu, ce petit juge, il donne toute marge d'appréciation à l'État quant aux mesures à prendre pour cela. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir son fondement. Il se réfère aux objectifs et principes de la CNUCC, du traité sur le fonctionnement de l'Union, donc prévention et compagnie, sur les principes du droit international européen, ils n'ont pas d'effet direct, ils le reconnaissent. Vous l'avez lu, ce jugement? Il est magnifiquement motivé. Un avocat français qui ne comprend jamais ce que lui veut un juge, grosso modo. Vous savez, des jugements et des arrêts qui m'ont expliqué ce qui se passait. J'en ai vu je peux les compter probablement sur les doigts des deux mains dans ma vie. 38 ans de barreau. En Angleterre, oui, là, on vous explique ce qui vous arrive aux États-Unis. Ici, en France, pas tellement. Ici, il explique à l'État pourquoi ça lui arrive. Bien sûr, ces objectifs de droit international ou ces normes de droit international n'ont pas d'effet direct, dit-il, mais, je cite, il constitue un point de vue important pour apprécier si l'État a agi de manière fautive ou non. Il se base sur le principe responsabilité, dont vous avez une très très fervente spécialiste au premier rang. Qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'en plus, là-bas, ils n'ont pas un ordre administratif et un ordre judiciaire. Donc le petit juge de droit commun, il juge l'État le matin et un divorce l'après-midi.
j'exagère un peu peut-être, mais enfin c'est pareil aux États-Unis et en Angleterre, hein, grosso modo. Et donc là, c'est la responsabilité, l'État engage sa responsabilité, parce que les risques sont très élevés pour les Pays-Bas et pour l'étranger, et donc, je cite à nouveau, l'État est obligé de prendre des mesures sur son propre territoire pour prévenir un changement climatique dangereux, et plus particulièrement respecter l'objectif de 2 degrés, et l'État a commis une faute à l'égard de l'association au Canada. C'est tout à fait exemplatif, parce qu'à partir de là, on se demande où on peut s'arrêter. Je vais vous dire où on peut s'arrêter. On peut s'arrêter en considération du dicton « La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres ». Et là, je vais vous choquer terriblement, et j'en suis ravi, parce que j'adore ça. C'est les droits des investisseurs, alors. C'est ça la seule limite. Les droits des investisseurs, c'est quoi? C'est la fameuse affaire Vattenfall. L'énergéticien suédois Vattenfall poursuit l'État allemand à cause de l'Energiewende, pardon pour l'accent, du tournant de Mme Merkel qui a décidé d'arrêter le nucléaire. Et là, effectivement, les gens qui ont investi dans les centrales nucléaires, ils ont le droit d'être indemnisés parce que c'est un changement de réglementation et qu'on ne peut pas vous exproprier comme ça quand vous avez investi sur la base d'une réglementation. C'est l'affaire Vattenfall, il n'y a pas encore de jugement, ceci dit. C'est tout ce qui est sous-jacent au spectre du TTIP ou du TAFTA, je ne sais pas comment vous l'appelez, du traité transatlantique. Mais savez-vous que, je vais être très ironique là, est-ce que vous avez eu la curiosité de lire la décision du Conseil constitutionnel sur la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique? Peut-être pas complètement. Elle est longue parce qu'on y parle aussi bien d'économie circulaire que de sacs en plastique et que de toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve un petit Energiewende, c'est-à-dire que désormais, on pourra, si on veut ouvrir la nouvelle centrale de je ne sais plus quoi, là, il va falloir fermer Fessenheim. Hein, si on veut ouvrir le troisième. Pourquoi? Parce qu'on a un plafond de 63,2 gigawatts. Et le Conseil constitutionnel a pris une réserve de constitutionnalité. Je vais lire ça à nouveau. Ces dispositions qui plafonnent donc et qui font qu'on ne va pas pouvoir ouvrir une nouvelle tranche sans en fermer une autre. Je cite, ne font pas obstacle à ce que les titulaires d'autorisation de création d'installations nucléaires de base déjà délivrées au jour de l'entrée en vigueur de la loi, déférée, privés de la possibilité de demander une autorisation d'exploiter, ils ont une autorisation de construire, mais ils ne vont pas avoir l'autorisation d'exploiter, pour laquelle ils disposent d'une autorisation de création ou contraints de demander l'abrogation d'une autorisation d'exploiter, puissent prétendre à une indemnisation du préjudice subi. Donc tout ce que vous entendez sur ces horribles tribunaux arbitraux d'investissement qui condamnent les États et qui les empêchent de modifier leurs lois, etc., notre Conseil constitutionnel français est le premier de ces terroristes et il devrait être puni à ce titre. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'impératif sur l'urgence, devrais-je dire, climatique, débouche sur un nouveau prisme pour l'observation du droit européen de l'environnement. C'est un objectif à la fois très vaste, qui requiert des mesures tous azimuts, offres, demandes, citoyens, par exemple, là on aurait pu prendre une autre grille d'analyse, mais qui est néanmoins clairement orienté et fléché vers un objectif. Hein. À la limite, si je veux simplifier, c'est moins de 2 degrés de réchauffement. Bon. Un objectif, mais en dessous, donc la norme, elle est extrêmement rudimentaire, j'ai envie de dire, mais ça ne va pas au-delà. L'aspect normatif ne va pas au-delà, il n'y a pas une mesure ou un ensemble de mesures qui s'impose à l'évidence. On laisse une grande marge d'appréciation aux décideurs qui vont devoir faire en sorte d'essayer d'atteindre cet objectif. Comment cette marge d'appréciation est-elle exercée? C'est le problème en droit européen de l'environnement de ce que j'appelle l'ambiguïté institutionnelle de l'action en matière énergétique et la tentation d'une gouvernance de l'Union de l'énergie. Vous savez que la politique de l'énergie a été créée par le traité de Lisbonne, entré en vigueur 10 décembre 2009, le 1er décembre 2009, alors que la politique de l'environnement avait été consacrée par l'acte unique européen en 1986. Donc il y a un certain décalage. Ce cadre institutionnel est contraint, il a des limites, et il fait alors aujourd'hui réfléchir à une nouvelle gouvernance. Et là, je vais vous parler de déconstruction du droit européen de l'environnement. Bien sûr, avant l'entrée en vigueur de la politique de l'énergie et donc du traité de Lisbonne, il y avait des dispositions prises par l'Union en matière énergétique, de toutes sortes, et je n'ai pas le temps de parler du traité de la charte de l'énergie, de la communauté de l'énergie, tout ça n'est pas du droit communautaire, mais
l'Union est au premier plan. Et je vous ai déjà cité un certain nombre de dispositifs qui existaient bien avant 2009. Énergie renouvelable, performance énergétique des bâtiments, ETS, tout ça, ça existait avant. Donc on n'avait pas attendu. Mais le lien entre l'énergie et l'environnement est très très ténu, il est très fort. Et d'où l'intérêt de ce concept de transition énergétique, d'ailleurs, qui, à mon avis, réunit les deux. On va faire transiter l'énergie, pourquoi? Pour sauver, pas le climat, l'environnement, parce que le climat, c'est de l'environnement. Quand la Commission, disais-je tout à l'heure dans cette communication de 2013, s'est avisée de définir le rôle, le degré et la nature de l'intervention publique, donc des aides d'État, des soutiens, des tarifs d'achat, etc., en faveur des énergies renouvelables, certes dans le respect du principe de subsidiarité, c'était, disait-elle, pour garantir des approches cohérentes dans l'ensemble de l'Union, qu'il s'agisse d'aides d'État ou pas, et, je cite, réduire au minimum l'incidence de l'intervention publique sur les systèmes électriques et la concurrence, et mettre fin aux subventions déguisées. Ah oui, on passe par les aides d'État. Donc, il ne faut pas privilégier une technologie plutôt qu'une autre. Et moi, la Commission, je vais me mêler de ce que l'article 3, paragraphe 3 de la directive 2009-28 vous laissez comme précaré à vous, les États membres, votre choix en matière de mix énergétique et vos mesures de soutien aux énergies renouvelables. C'est un bras de fer qui s'engage entre les États membres qui veulent que l'Union délivre, entre guillemets, 40% d'ici 2030 de diminution de l'émission de gaz à effet de serre, mais qui ne veulent pas, eux, se lier à quoi que ce soit. Comment est-ce que l'Union, qui est une non-existence sur le plan physique, ça n'existe pas, c'est 5000 fonctionnaires, c'est 15 000 fonctionnaires, c'est moins que la ville de Marseille, où ça a été, à une époque, quand j'enseignais à Marseille, je disais toujours, il y a moins de fonctionnaires à la Commission européenne qu'à la ville de Marseille. À l'époque, c'était vrai, aujourd'hui, je n'ai pas vérifié. C'est quand même remarquable. Bon. Donc, c'est que ça, l'Union, c'est rien d'autre. Il n'y a rien. Ce n'est que de la politique, le reste est du papier, du droit. Bon. Comment est-ce qu'elle va faire pour que nous tous, citoyens européens, on fasse ça si ceux qui ont autorité et souveraineté territoriale, les États, ne sont pas eux-mêmes contraints? Et là, on voit donc la Commission qui commence à chercher sur le terrain le moins démocratique qui soit, puisqu'elle est sous simple contrôle juridictionnel de la Cour de justice en matière d'aide d'État, c'est tout, de l'erreur manifeste d'appréciation. Pour le reste, elle fait ce qu'elle veut, il n'y a pas de directive, il n'y a pas de règlement, les États membres ne fixent pas les paramètres. Sur le plan institutionnel, il y a un vide, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, c'est que d'un côté, on a la politique de l'environnement, dont à l'article 192, paragraphe 1, on lit que il faut promouvoir l'efficacité énergétique, les économies d'énergie, les énergies nouvelles et renouvelables. Bonjour pour la petite nouvelle, la petite sœur qui arrive, la politique de l'énergie, où est-ce qu'elle va s'exprimer? Et d'ailleurs, la directive énergie renouvelable, la directive performance des bâtiments, la directive efficacité énergétique, les premières générations, étaient toutes basées sur l'article 175 ou l'article 192. C'était au sein de la politique de l'environnement. Et puis après le traité de Lisbonne, la directive de 2010 et la directive de 2012 sur la performance énergétique des bâtiments et l'efficacité énergétique, hop, ni vu ni connu, on a vu arriver 192 paragraphe 1 barré, 194. Elle tombe dans le champ de... Ça montre bien qu'il y a une commonalité d'intérêts, qu'il y a une grande porosité entre les champs d'application de ces deux compétences d'attribution. Et d'ailleurs, la nouvelle directive sur la promotion des énergies renouvelables, qui va venir modifier ou remplacer plutôt la directive 2009-28, laquelle est basée aujourd'hui toujours, parce qu'elle est du 23 avril 2009, avant le 1er décembre 2009, elle est toujours basée sur l'article 192, paragraphe 1. Ce qui est proposé aujourd'hui, c'est de la baser sur l'article 194. Énergie renouvelable, comme performance énergétique, comme efficacité, va basculer dans le champ de la politique de l'énergie. Mais la politique de l'énergie, elle a un gros problème. Parce que l'article 194, lui, interdit d'affecter... L'article 194, paragraphe 2, dispose que les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs d'efficacité énergétique, d'économie d'énergie, etc., je cite, n'affectent pas le droit d'un État membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, c'est-à-dire son mixte énergétique, nucléaire, éolien,
éolien, etc. Bien sûr qu'on ne va pas se mettre d'accord sur le nucléaire avec les Allemands, avec les Anglais, etc. C'est pas possible. Donc ça reste dans le précaré des États membres. La politique de l'énergie ne peut pas affecter ça. Et cette phrase se termine par les mots suivants, sans préjudice de l'article 192, paragraphe 2c. Renvoie à la politique de l'environnement, mais évidemment. Parce que la politique de l'environnement, elle, au titre de l'article 192, paragraphe 2c, peut prendre des mesures en matière de, je simplifie parce qu'il est tard, mixte énergétique, dès lors qu'elles affectent sensiblement les choix des États membres. Mais alors, évidemment, il y a un corollaire. À l'unanimité. On est dans le cadre de l'article 192, paragraphe 2, et pas de l'article 192, paragraphe 1. Ce n'est pas la codécision, c'est l'unanimité des États membres, simple consultation du Conseil. Donc, voilà, les données sont claires. Le changement climatique implique une transition énergétique. C'est l'Union qui en est le porteur principal, le redevable principal, mais les États membres gardent toute liberté. Chercher l'erreur, où est la solution? Et là, la Commission, qui s'était un peu échauffée avec son histoire de communication en 2013 et de jurisprudence à Lands-Windkraft, etc., revient avec un nouveau concept et elle propose un règlement sur la gouvernance de l'Union de l'énergie. Et voilà le nouveau concept qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? On a, je l'ai assez dit maintenant, la directive sur les énergies renouvelables qui ne comporterait plus d'engagement chiffré pour les États membres. On a un package de mesures, c'est pour ça que je vous ai fait tout ce parcours avec toute cette diversité de mesures. On a des packages, on a des ensembles de mesures éparses dont on n'a absolument aucune idée si tout ça mis bout à bout va arriver à moins 40 d'ici 2030. Comment vous faites l'addition ou la soustraction, comme vous voulez. On accumule des captages et stockages de CO2 dans des couches profondes, avec les puits des forêts, avec l'ITS, avec l'effort à répartir, avec la performance énergétique des bâtiments, avec les amendes pour les voitures qui, etc. Et tout ça est complètement hétéroclite. Moi, si je fais une addition, je ne suis pas comptable là, hein, parce que l'ordinateur, il explose tout de suite. Il déraille. C'est pire, c'est comme un train, il déraille. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, la Commission nous dit, c'est très simple. On va faire une gouvernance de l'Union de l'énergie. Je vais essayer de le faire simple. Les États membres vont me soumettre des plans nationaux intégrés énergie et climat. Et on a en annexe à la proposition de règlement les matrices, donc on voit très bien ce que c'est. On va faire ça en quota, en ITS, on va faire ça dans les autres industries, on va faire ça sur les forêts, on va faire ça sur, etc., etc., la performance énergétique des bâtiments, etc. Et à la fin, comme on va convertir tout ça dans une unité de compte, si vous voulez, on va arriver à un total, on va mettre les 28 totaux ou les 28 sous-totaux nationaux bout à bout, et on va regarder si ça fait 40 en 2030 et si on respecte le NDC que l'on a souscrit au regard de l'accord de Paris. Ça va être un processus itératif. L'informaticien sait bien ce que c'est qu'un processus itératif. Et on va faire, ça veut dire qu'on va faire des allers-retours. Vous allez me soumettre un projet de plan, je vais dire non, ça ne va pas, je vais faire des recommandations. Ces recommandations, les États membres devraient en tenir le plus grand compte, est-il dit entre guillemets, intéressant sur le plan du droit européen, et ce qui a manquement de tenir au plus grand compte, bon, devoir de coopération loyale, enfin bon, on est en retard. Et puis, quand les États membres mettront en œuvre leurs plans nationaux, ils devront faire des rapports biennaux à la Commission, qui elle-même fera des rapports des progrès réalisés et qui pourra prendre des mesures pour assurer la réalisation collective des objectifs et émettre des recommandations à l'égard d'un État membre ou d'un ensemble. Conclusion. On a un impératif planétaire, on est tout à fait d'accord. Cet impératif planétaire est en train de foutre en l'air, pardonnez-moi, de déconstruire tout ce que j'avais cru pouvoir lire dans les années 90, quand le 5e programme communautaire d'action était venu révolutionner le droit européen de l'environnement, qui était jusque-là sectoriel et réactif. Je sais qu'on vous enseigne très très bien tout ça. Il y avait des directives sectorielles, l'air, l'eau, le plomb, machin, etc., les oiseaux. Et on est arrivé avec le besoin de rendre ça plus appréhensif, plus transversal, plus désectorialisé, avec des instruments économiques incitatifs, avec des mesures réglementaires, mais transversales, les études d'impact, IPPC,
Donc tout ça est bien connu. Voilà. Ça, c'était la belle structure que j'avais cru, si vous reprenez mon premier bouquin, Droit européen de l'environnement de 98, qui est la thèse que j'avais soutenue en 97. Vous allez trouver cette structure, et en réalité, si vous prenez mon traité aujourd'hui, et mon manuel d'ailleurs, il est dans les deux, vous avez toujours la même structure, parce que comme je suis vieux, je ne remets pas. Mais tout ça est en train de... Mon château de cartes, là, il est en train de s'effondrer. Il y a des constructions, il y a un grand chambardement climatique. Pourquoi? Parce qu'il y a un recul de la norme substantielle. On se rapproche de la soft law. En tout cas, dans le domaine climatique. Mais comme le domaine climatique, aujourd'hui, vous demandez à un enfant qu'est-ce que c'est l'environnement, il vous dit c'est le climat. Il y a une assimilation totale. Tout le reste est oublié, les oiseaux, le plomb, tout le reste est oublié. Pas par tout le monde, mais bon, par la partie visible de l'intérêt public. Et donc, la norme tombe dans la soft law, mais en même temps, si je dis bien en même temps, et puis entre-temps, elle transcende toutes ces structures, toutes ces catégories, avec un objectif. Il faut alors inventer des nouvelles démarches qui font fi des cadres et des intérêts en présence, et qui s'attachent à un résultat, des objectifs communs, et à comme leitmotiv leur réalisation. Le droit processuel l'emporte sur le droit substantiel. La porte est ouverte à des nouveaux mécanismes de flexibilité, et vous commencez à trouver des mécanismes de flexibilité dans toutes les branches du droit de l'environnement petit à petit qui s'introduisent. Kyoto est en train de se répandre, l'esprit de Kyoto. Flexibilité et souplesse sont les maîtres mots, et en un mot pour conclure, l'accord de Paris devient, au sens chimique du terme, un précurseur de la norme de droit européen de l'environnement général, parce que je pense que ce que nous risquons de voir, c'est cette idée de gouvernance déborder des frontières du droit climatique, aller au-delà dans le droit européen, parce que finalement, qu'est-ce que c'est dans l'esprit? C'est un peu cette idée de régulation. Régulation par opposition à réglementation, pas régulation, attention aux faux amis. Mais donc on va avoir quelque part une autorité qui va avoir la marge d'appréciation sous contrôle de l'erreur manifeste d'interprétation. Et je pense qu'on risque de voir ça. Et donc la déconstruction totale du droit européen de l'environnement. Alors moi je tout déconstruis dans votre programme, parce que j'ai pris une demi-heure de trop, c'est ça? Bon, ben voilà, il ne faut plus me réinviter, parce que moi c'est comme ça que je travaille. Merci beaucoup.